Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques, l'ActuTech en quelques minutes. Aujourd'hui, on va évidemment parler de ce qui se passe en Ukraine. On va aussi vous parler de ce qui se passe à Barcelone, puisque le MWC a commencé en ce début de semaine. On parlera aussi hacking, Mark Zuckerberg, Instagram et Romain Charron, notre journaliste, qui a décidé d'arrêter les plateformes de SVOD. On va commencer par une news très importante, puisque nous nous rapprochons de nos copains de chez Gamecult. Et oui, tout simplement, vous le savez, Gamecult, le site de référence de jeux vidéo, qui sont aussi littéralement nos voisins de bureau, et bien ça fait des années évidemment qu'on travaille ensemble. Nous allons petit à petit nous rapprocher. Vous pouvez lire ce biais de Marco côté numérique et de Pouillot côté Gamecult pour voir comment petit à petit on vous tiendra au courant de ces rapprochements. Évidemment, Gamecult reste Gamecult sur son site, mais on va essayer de faire plus de programmes, plus de contenu ensemble et aussi, eh bien, vous allez voir, de pérenniser aussi un petit peu Gamecult, car vous le savez peut-être, mais aujourd'hui, eh bien, déjà, faire des sites web, c'est compliqué de gagner sa vie avec, mais les sites de jeux vidéo, notamment en France, sont en difficulté ces derniers mois. Gamecult s'en sort très bien grâce à sa formule d'abonnement assez unique en France, même en Europe, mais on sera là pour leur donner un petit coup de main et ça me fait extrêmement plaisir. Allez, on attaque le gros du sujet maintenant avec évidemment ce qui se passe actuellement en Ukraine. Les news continuent à tomber avec la première news qui mélange un peu nos deux gros thèmes de la journée puisque la Russie n'est plus la bienvenue au Mobile World Congress de Barcelone, le MWC. Parce que la GSMA eh bien, a décidé de ne plus autoriser de démonstration de produits russes et d'entreprises russes sur le sol barcelonais. On aura le temps d'en reparler juste après. On continue avec eh bien, Twitter qui continue à combattre la désinformation et désormais tous les médias d'État russes eh bien, seront fichés et auront un petit signal pour que Twitter vous explique que attention, c'est un média d'État et pas un média indépendant. Donc faites attention à ce que vous lisez. Et ça continue dans ce sens-là puisque ils vont essayer évidemment, comme toutes les plateformes, de contrer la désinformation et de guider vers des sources fiables. C'est, on va dire, un grand chantier. La tech qui se mobilise aux côtés de l'Ukraine pour soutenir le pays qui, je vous rappelle, a été envahi et attaqué par la Russie depuis jeudi dernier. On commence avec deux opérateurs français. Free qui, dès ce week-end, eh bien, a baissé drastiquement le prix des appels et des SMS vers l'Ukraine pour les prochaines semaines. Orange a même été jusqu'à rendre eh bien, la plupart des communications gratuites. Voilà, ils se mobilisent aussi pour que vous puissiez plus facilement communiquer avec des proches ou des gens qui sont là-bas. Autre fournisseur d'accès qui se mobilise, eh bien, c'est Elon Musk et le réseau Starlink qui ont répondu, encore de manière très Elon Musk, sur Internet et sur Twitter, eh bien, à une personne qui lui demandait de mettre en place ce réseau, parce que je vous rappelle que les infrastructures classiques d'Internet sont en train eh bien, de chuter. Elon Musk qui a déjà dit que ça y est, Starlink est désormais actif en Ukraine. Ils vont essayer d'enrichir cela et peut-être essayer de donner des accès plus simples aux gens. On continue avec eh bien, Elon Musk et Tesla et les coups de main des géants de la tech, avec tous les chargeurs dans les sources limitrophes de l'Ukraine qui vont devenir gratuits pour tout le monde et peut-être pour aider notamment sur eh bien, les transports de personnes, donc en Pologne, en Slovaquie et en Hongrie notamment. C'est pas fini, Google, eux, côté circulation, ils vont pas aider à mieux circuler, mais ils vont aider à cacher le trafic, tout à fait, puisque Google Maps vient d'annoncer qu'ils ont arrêté de montrer le trafic en temps réel en Ukraine pour ne pas donner notamment d'informations pour, je vous rappelle, les dizaines et dizaines de milliers, voire centaines de milliers de personnes qui sont en train de fuir le pays. Et donc, c'est très officiel, Google Maps va fermer les yeux sur l'Ukraine et notamment sur son trafic routier quelque temps. On passe du côté maintenant de Airbnb et de Etsy. Airbnb qui va fournir eh bien, 100 000 lits et chambres pour les réfugiés ukrainiens qui sont en train de fuir le pays dans les pays pareils limitrophes qui ont des services Airbnb notamment. Et Etsy, eux, ils vont enlever eh bien, équivalent de 4 millions de dollars de frais pour aider les membres ukrainiens de leur plateforme. Je rappelle qu'Etsy est une plateforme de vente d'objets faits à la main. On continue avec eh bien, un autre point maintenant, c'est le point hacking, avec, eh bien, je vous rappelle, un appel dont je vous parlais hier pour essayer de mobiliser les développeurs et les ingénieurs pour en faire eh bien, des hackers ukrainiens de manière un peu informelle. Ça a été lancé il y a quelques jours pour lutter contre les hackers russes de ce côté-là. Et le problème, c'est que pour l'instant, ça se fait de manière justement très organique. On ne sait pas qui va où. Il y a Anonymous aussi qui est dans le tas. Et on essaie de coordonner des efforts. Il y a déjà des milliers de personnes qui se sont connectées sur le réseau Telegram. Vous voyez, on en est déjà à 32 000 personnes qui sont sur ce réseau qui est It's Army of Ukraine. Le problème, selon Wired, eh bien, c'est que on est sur une mobilisation et sur un mouvement, une organisation qui ne s'est jamais faite auparavant. Et on va voir si c'est efficace, puisque rien n'est moins sûr. Est-ce qu'ils vont être infiltrés par des hackers ennemis? Est-ce qu'ils vont réussir à se mettre d'accord sur qui faire quoi, attaquer quoi ou défendre quoi? Bref, ce sera peut-être une grande première dans l'histoire de la cybersécurité. C'est cette forme d'armée un peu décentralisée, organisée via
via Telegram. Dernier point sécurité pour ces experts en sécurité, il vient de Moksin Marlinspike, qui est le fondateur de Signal et qui explique sans mauvaise foi que Telegram, qui est aussi un concurrent de Signal mais qui est très très populaire notamment en Ukraine, eh bien, il faut faire attention car ce n'est une messagerie qui n'est pas forcément aussi chiffrée qu'on pourrait imaginer. Elle peut l'être de bout en bout, c'est souvent la promesse de Telegram mais aussi de Signal, mais il faut activer une fonctionnalité, sinon de base, eh bien, tous les messages sont stockés en clair sur les serveurs de l'entreprise. Donc attention bien sûr là-dessus. Quittons maintenant l'Ukraine, on y reviendra évidemment tous les jours s'il y a des nouvelles, pour aller à Barcelone pour le Mobile World Congress où Kevin, Raphaël et Henri sont sur place et il y a beaucoup de nouveautés et beaucoup d'annonces, à défaut d'avoir des annonces et de nouveautés russes. On commence par Qualcomm qui a présenté eh bien, une nouvelle puce, un nouveau modem, le X70, qui va permettre d'améliorer les performances en 5G et notamment sur les ondes millimétriques à l'aide de l'intelligence artificielle et qui va aussi permettre eh bien, d'obtenir un son plus rapide avec moins de lag input en gros pour les joueurs et les joueuses de jeux vidéo et avec une meilleure qualité sonore équivalent CD. Pour le Bluetooth, cette nouvelle puce devrait arriver normalement dans la deuxième moitié d'année, donc ça sent l'intégration dans des Snapdragon 8 Gen 1 Plus ou dans les futurs téléphones. Continuons de parler de Qualcomm et on va passer au smartphone. Avant d'attaquer les nouveautés, on a des news du côté du S22 Ultra et ce sont nos confrères de XDA développeurs qui se sont associés avec un site allemand pour tester et comparer un petit peu les deux SoC dans le S22 Ultra, notamment l'Exynos 2200 et je vous rappelle le Snapdragon 8 Gen 1. Vous allez voir, les différences de performance sont assez énormes entre les deux et donc vous allez voir que XDA développeurs et Technic News sont tombés sur des scores et des changements, vous voyez, de performance ici sur Geekbench. Et puis ensuite sur, je vous rappelle, la chauffe et le maintien des performances. Et encore une fois, très à l'avantage dans les deux cas du SoC de Qualcomm par rapport au SoC de chez Samsung. Et puis surtout, vous allez voir sur la chauffe, on est sur un rapport de quasiment plus 40% de chauffe pour l'Exynos, surtout de consommation par rapport au Snapdragon. Donc pour l'instant, les benchmarks confirment un peu nos résultats dans nos tests. L'Exynos 2200 n'est pour l'instant pas du tout à la hauteur. Et il va vraiment falloir que Samsung mette les bouchées doubles pour l'améliorer durant l'année. Ou alors ce sera en tout cas une génération un petit peu maudite. On enchaîne et justement le Samsung S22 Ultra, ne l'appelez plus Galaxy Note, c'est le S22 Ultra, puisque de la bouche même du PDG de Samsung Mobile, désormais il n'y aura plus de Galaxy Note, ça y est c'est officiel, la marque, la gamme Galaxy Note disparaît et désormais s'appellera Ultra tout simplement. Donc voilà, vous savez à quoi vous attendre et vous aurez pour les fans de grands téléphones, des Fold pour écrire et puis des Ultra désormais pour écrire. On enchaîne avec une salve de news des constructeurs un peu challenger ou MWC. Realme qui dévoile les tarifs de ses GT2 et GT2 Pro. Je vous rappelle que ce sont plutôt des hauts de gamme du côté de chez Realme qui vont venir s'attaquer au gros du peloton avec, vous le savez, le maximum de performance, le maximum de spécificité en théorie. Bon bref, c'est un peu la totale et vous allez voir, ils seront à 750 et 850 € pour le GT2 Pro et 550 pour le GT2. Donc des rapports qualité-prix sur le papier, très bon, on verra si le reste tient. Du côté de Realme toujours, on a vu le GT Neo 3, on a aussi vu une recharge à 150 watts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, en 5 minutes, vous allez recharger 50% de la batterie, tout simplement. Une batterie à 4500 mAh. On ne s'arrête pas dans la course entre tous les constructeurs, sachant que OnePlus et Oppo vont arriver aussi avec des choses encore plus rapides. Regardez cette petite vidéo de Henri, 50% en 5 minutes pour ce téléphone. C'est complètement délirant de voir comment il se charge à vue d'œil, littéralement. On enchaîne avec des téléphones un peu plus entrée de gamme. C'est Poco, la sous-marque de Xiaomi, qui présente le X4 Pro, qui est un téléphone entrée de gamme, mais plutôt haut de gamme, voilà, puisqu'il a un écran 100 Hz, de la 5G et une charge rapide. Alors, pas une charge rapide jusqu'à 120 watts, mais jusqu'à 67 watts, ce qui est déjà très bien, et un écran AMOLED, vous voyez, de très grande taille. Pour le reste, c'est plutôt du milieu de gamme ici que l'on retrouve. Un Snapdragon 865, et puis vous allez voir une version un peu moins chère, elle qui sera le Poco 4G et pas le Poco 5G et qui coûtera encore un petit peu moins cher. On va venir chercher autour des 200 à 280 € pour ces téléphones. Honor aussi qui a officialisé ces Magic 4 et Magic 4 Pro. Vous savez qu'il y a beaucoup de téléphones dont on attend l'officialisation et il y a aussi OnePlus qui a officialisé le OnePlus 10 Pro. Ici, c'est Honor avec des téléphones qui étaient plutôt attirants et plutôt séduisants qu'on avait eu en main l'année dernière et qui arrivent enfin
en France, avec, vous savez, si vous avez lu nos news, beaucoup de spécificités, mais c'est quand même un téléphone qui a été annoncé l'année dernière. Est-ce qu'il sera à la hauteur des concurrents de cette année, annoncé cette année? C'est évidemment tout ce qu'on lui souhaite là-dessus, surtout pour le tarif, parce que le Magic 4 Pro, vous voyez, passe la barre symbolique des 1000 €. Est-ce que Sony sera aussi dans la danse? On ne sait pas. Sony n'a pas présenté officiellement de nouveaux téléphones, mais du côté de chez Onyx et Giznext, eh bien, on a un peu la modélisation des Xperia 1.4. Voilà, le 1.4, c'est jamais clair. Vous avez le design toujours aussi rectangulaire, voire monolithique de Sony qui reste ici. Et puis on espère encore une fois que ces Xperia, qui sont comme des téléphones avec des spécificités très alléchantes, mais des fois une exécution pas trop à la hauteur, trouveront enfin un petit peu leur succès. On enchaîne du côté maintenant du téléphone peut-être le plus étonnant de ce MWC. C'est un téléphone de chez TCL. Regardez bien, un confrère l'a pris en main et il se plie, il se plie en fait dans les deux sens. Voilà, c'est un téléphone pliant et c'est un téléphone pliant. Repliant, dépliant, je ne sais pas comment vous dire. Un concept étonnant puisque je vous rappelle qu'il va falloir gérer un angle de pliure des deux côtés et puis une coque qui va pouvoir s'adapter à la longueur du coup très différente de l'écran. Bref, ça sent le sacré bordel en termes de mécanique, mais à voir s'il y a une utilisation pour ce type de téléphone. Passons justement maintenant aux tablettes avec Lenovo qui renouvelle la tablette avec la Tab M10 plus une entrée de gamme, donc sur lequel je ne vais pas trop m'attarder, avec un petit écran 16/9 et un tarif plutôt doux, vous imaginez. Mais celle qui m'a le plus intéressé, c'est celle-ci. C'est la MatePad et MatePad surtout Paper de chez Huawei, puisque Huawei a littéralement créé une tablette avec un écran e-ink, mais beaucoup plus performant du coup qu'une liseuse normale. Vous allez voir, cette MatePad Paper est un écran de 10 pouces assez réactif, sous HarmonyOS, avec un store évidemment, de la prise de notes, etc. Et ce pourrait être un produit plus intéressant parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, les écrans Ink sont extrêmement pratiques et performants pour lire ou prendre des notes, mais ne sont pas évidemment les plus riches en termes d'écosystème et les plus réactifs. Est-ce que Huawei a réussi à mettre le meilleur des deux mondes ensemble? On a hâte de le voir pour une liseuse / tablette qui quand même va coûter 500 € lorsqu'elle arrivera en France. On a très hâte de la tester. On terminera enfin avec une officialisation aussi un peu comme pour Honor, c'est Samsung. Et bien oui, Samsung avait annoncé l'année dernière des nouveaux ordinateurs, les Galaxy Book. Et bien ça y est, ils arrivent enfin. Le Galaxy Book 2 Pro 360, le Galaxy Book 2 pas 360 et le Galaxy Book 2 arrivent quasiment un an après leur annonce de la part de Samsung. Ce sont des ordinateurs qui nous avaient plutôt séduits lors de leur présentation. À voir s'ils sont toujours intéressants maintenant qu'évidemment il y a une nouvelle flotte d'ordinateurs qui sont en train d'arriver avec une nouvelle génération de processeurs. Bonne chance à Samsung pour son retour sur ce marché en tout cas. Et puis on termine enfin avec notre ordinateur préféré. C'est le Raspberry Pi. Je vous rappelle le Raspberry Pi qui avait pour but, c'est une fondation qui a pour but de démocratiser l'informatique avec ce fameux petit ordinateur sans coque, sans rien, qui coûte pas cher, enfin désormais coûte cher, désolé la pénurie, mais qui fête ses 10 ans. C'est le 28 février 2012 que la fondation Raspberry a lancé la première version. Je vous rappelle que désormais on a bien évolué, il y a beaucoup plus de produits, on a beaucoup gagné en puissance, les prix n'ont pas trop augmenté en théorie, mais évidemment félicitations à la fondation Raspberry pour ce produit assez révolutionnaire qui aura aidé beaucoup de personnes à bidouiller leur premier ordinateur ou à accéder tout simplement à un ordinateur pour pas cher. Passons à deux personnes intéressantes. La première, on n'a pas son nom, mais sa fonction va beaucoup vous intéresser. Ce sont des réservistes de cyberdéfense. C'est un peu comme des cybersoldats ou des réservistes dans l'ordinateur. Mais Bastien a fait un portrait de ces personnes qui sont intéressées pour aider évidemment la France en cas de besoin, et sinon rester dans le civil, ils ne sont pas professionnels à plein temps. Ce portrait est très intéressant. En France, le ComCyber Lancy est au grain et ils ont besoin d'assistance, et voilà qu'on a des réservistes de cyberdéfense. Allez lire ça, c'est très étonnant et très intéressant et plutôt inspirant. Autre personnalité, est-ce qu'elle va vous inspirer? Je ne sais pas. C'est Mark Zuckerberg qui s'est étonnamment livré dans un podcast avec Lex Fridman et qui a parlé de plein de choses, et notamment de la vie, de la mort et du métaverse évidemment. Alors, Mark Zuckerberg a beaucoup vendu évidemment son métavers, etc. Mais aussi il s'est beaucoup livré, et notamment sur son rapport à la mort. Il explique que, j'imagine que le podcasteur se demandait s'il allait tenter de tromper la mort comme des Peter Thiel et autres milliardaires, mais non. Il a annoncé que globalement, la mort crée une contrainte, c'est-à-dire qu'on ne va pas vivre éternellement, et que ça le poussait à faire plus de choses. Il a beaucoup de choses qu'il voudrait construire, mais il ne s'empêche pas non plus de faire des sports extrêmes, puisque vous savez, cet homme est fan notamment de surf. Autre point aussi, il pense, sans tomber dans le Black Mirrorisme,
que les métavers offriront aux gens une forme d'infini, de possibilités infinies, d'expériences infinies, de monde infini. Et c'est déjà quelque chose de très intéressant par rapport à nos existences. Mais non, voilà, il faudrait juste vivre plus longtemps, mais pas vivre éternellement. Merci Marc. J'espère qu'on en reparlera avec toi autour d'une table. Est-ce qu'un jour on aura droit à un entretien de Mark Zuckerberg avec Romain Chaland? Je ne sais pas, mais mon collègue était ce matin en live pour venir parler d'une tribune et d'une expérience qu'il a menée. Il a essayé de se désintoxiquer de toutes les plateformes de SVOD majeures en France, Netflix, Amazon Prime et autres, Disney+, évidemment. Une expérience intéressante et beaucoup plus difficile qu'on pourrait l'imaginer, tant beaucoup d'entre nous sommes désormais un petit peu calés, et puis un petit peu accros, on va dire, à ces plateformes et qu'on se met à regarder passivement tellement que le contenu arrive directement jusque dans nos yeux. Sommes-nous gavés? Faut-il redevenir actif dans notre consommation? Y a-t-il quand même des bonnes choses sur les plateformes de SVOD? On en a pas mal discuté avec Romain et le chat ce matin, c'était très intéressant. N'hésitez pas à voir le replay dont le lien est en bas de cette vidéo. Nous, on se retrouve évidemment pour un nouvel épisode et c'est intéressant parce que demain, on recevra Bastien, notre spécialiste de la SVOD. Il va y avoir du clash à distance. Allez, à très vite.